Dans ma dernière vidéo, je t'ai parlé des 10 avantages de servir comme pionnier. Aujourd'hui, je vais te présenter l'autre partie de la médaille. Les défis réels et concrets que personne ne mentionne lorsqu'on parle du service pionnier. Reste jusqu'à la fin parce que cette vidéo pourrait changer ta façon de voir les choses. En premier, comme défi, nous avons l'isolement et la solitude. Quand tu quittes ton pays, ton village, ta ville, tu te retrouves dans un autre village, dans une autre ville, dans un autre pays. Tu as laissé ta famille derrière, papa et maman ne sont pas là. Il y a les moments de solitude, les moments d'inquiétude. Tu te sens seul. C'est vrai que dans mon cas, par exemple, on a eu la chance qu'on était déjà mariés, on était en couple. Mais c'est encore plus difficile quand tu es pionnier, toi seul. C'est-à-dire, tu penses à tes parents, tu penses à tes frères, tu penses à tes amis, tu penses au moment où tu passais avec eux. Parfois, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. Et donc, pour certaines personnes même, ça leur crée des maladies. C'est-à-dire que la tristesse là, ça fait que la personne peut tomber malade. En deuxième, comme défi, nous avons la barrière de la langue. Vous n'avez pas idée, mais quand tu changes de milieu et que tu tombes dans un endroit où la langue est différente de celle que tu connais depuis les décennies, c'est très difficile. Tu te sens inutile, tu te sens encombré, tu te sens même parfois bête. Parce que en fait, tu ne peux pas raisonner, tu ne peux pas dire, personne ne comprend ce que tu dis, personne tu ne peux pas causer avec les gens. Les échanges, c'est très compliqué. Vous voyez. Je me rappelle quand on était arrivé ici, nous on a eu la chance quand même qu'il y avait quelques personnes, quelques amis qui parlaient français, mais dans le quartier où on vivait, tout le monde là-bas c'est l'espagnol. Donc tu vas sortir, tu vas acheter quelque chose, tu vas prendre le taxi, c'est compliqué. Très compliqué. Il faut parler en espagnol, les personnes ne comprennent et parfois les gens t'insultent. On part à l'hôpital comme ça parce j'étais un peu souffrant, je suis arrivé là-bas, on veut expliquer, mais on n'arrive pas. Quelqu'un te dit, il faut aller chercher quelqu'un qui va venir expliquer pour toi. Moi, je ne suis pas là pour perdre mon temps, tout ça. Donc, c'est vraiment un moment difficile, vous voyez. C'est un moment très difficile, mais c'est pour un temps. Le temps que tu apprends, c'est comme un enfant. Quand un enfant naît, il ne parle pas la langue directement. Il est en train d'apprendre progressivement. Il commence par les mots basiques. Après, il avance, il évolue, ainsi de suite. C'est comme ça aussi avec nous. Quand on apprend les langues, quand on est déjà adulte. Parfois, on est pressé. On veut apprendre rapidement. Mais il faut être patient. Ouais, il faut être très patient parce que les langues, c'est très complexe. C'est très complexe, donc ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande du courage, sincèrement. Ça demande du courage. Surtout quand c'est une langue que tu n'étais pas en contact avec elle, tu n'avais jamais entendu parler et tu arrives, tu dois apprendre ça, c'est difficile. Pour certaines personnes, ils peuvent apprendre en 3 mois, pour d'autres 1 an, pour d'autres 5 ans, pour d'autres 10 ans. Ça dépend de chacun. Mais toujours est-il que les débuts sont difficiles. Donc, ça aussi, c'est un défi pour un début. Troisième défi, nous avons le choc culturel. Je vous assure, dans nos pays, le Cameroun, la plupart des pays francophones, là-bas, par exemple, les adultes, on les appelle maman, papa, tonton, tantine et tout ça. Et lorsqu'on est arrivé ici, devinez quoi? Tout le monde appelle tout le monde par son nom. Ça veut dire, tu vois un papa, un monsieur, un adulte, déjà, tu l'appelles par son nom. Et ça, c'est la culture ici. Et c'était vraiment difficile pour nous. Je me rappelle quand on était parti au centre culturel espagnol, le monsieur qui nous enseignait, c'était un monsieur qui pouvait avoir 70 ans, 60 ans, 70 ans. Et on était toujours là, monsieur, comme chez nous. Le gars il dit non, on doit l'appeler par son nom. On doit l'appeler par son nom. Et c'était difficile pour nous. Comment tu vas appeler quelqu'un qui peut avoir 70 ans par son nom? Mais c'est comme ça la culture. C'est que tout le monde appelle tout le monde par son nom. Tu vois un petit enfant
qui a 5 ans, 4 ans, qui t'appelle par ton nom, sans problème, qui appelle quelqu'un qui pouvait t'accoucher par son nom, sans problème. Et c'est ça la culture. Donc, pour toi qui viens d'ailleurs, qui s'est habitué à papa, maman, tonton, oncle, tout ça là, ça peut être difficile pour toi, pour un début, mais maintenant, nous-mêmes, on est habitués. C'est vrai que c'est toujours difficile. Par exemple, nous ici, il y a des personnes qu'on est obligé d'appeler maman telle, bien que ça gêne la personne, mais on est en train de lui dire que, gars, c'est comme ça aussi chez nous. C'est difficile. On est en train d'apprendre progressivement. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est difficile. C'est un choc très, très énorme. Tu quittes un milieu avec une certaine manière. C'est pas seulement ça là. Il y a plein d'autres chocs qui sont totalement différents de ce on vit dans nos milieux. En quatrième, nous avons un problème de santé loin de chez toi. Comme j'avais dit la dernière fois, souvent quand tu changes de milieu, pour certaines personnes, ça peut être menaçant. Ça veut dire que tu as des petits bobos, les petites maladies, les petits problèmes, les vertiges, les maux de tête, le ventre, les ceci. Quand je suis arrivé ici, moi aussi cela m'est arrivé. Et parfois c'est compliqué parce que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un qui va te comprendre, qui va comprendre ce que tu vis, ce que tu ressens. Ta famille est loin, tes parents sont loin et tout ça. Donc c'est compliqué. Et aussi, même ma femme, plusieurs fois, elle a été malade, c'est compliqué. On ne peut pas clairement expliquer à nos parents. On va parler par téléphone, mais c'est pas comme quand on est en phase où on peut parler librement, on peut expliquer les choses, on peut dire ce qui se passe, tout ça. Donc vous voyez, ça aussi, c'est très compliqué. Et non seulement ça, quand tu es malade, tout le monde veut être malade à côté de sa famille. Hein. Tu sais qu'on va s'occuper de toi, on va préparer pour toi, on va prendre soin de toi, tout ça. Mais quand tu es loin de chez toi, surtout quand tu es seul, ça peut être très difficile, très compliqué. Et ça peut même augmenter la maladie. Parce que il n'y a personne pour s'occuper de toi, du moins pas comme tu le veux. Parce que les gens qui sont là peuvent t'assister de temps en temps, mais ces gens-là, chacun a ses occupations. Donc, souvent, c'est très difficile. En cinquième, nous avons le découragement et le doute. Pourquoi le découragement? Parce que tu arrives sur le terrain et les gens avec qui tu interagis ne comprennent pas. Surtout dans le cas où la langue n'est pas... Même quand la langue, même quand tu parles bien, parfois les gens ne sont pas intéressés, parfois ce que tu racontes, ça n'intéresse personne parce que les gens, par exemple ici, c'est une société un peu capitaliste, donc les gens, si ce ne concerne, si c'est pas argent, personne n'est intéressé, tu vois. Personne n'est intéressé, personne ne veut savoir de quoi tu parles. Quand, si ce ne concerne pas directement les choses matérielles où il va gagner quelque chose, il ne s'intéresse pas. Donc, ça peut te décourager, ça peut te faire douter même de toi-même. Et c'est normal en tant qu'être humain, c'est des moments qui peuvent nous arriver, c'est des situations qu'on peut vivre, qu'on peut ressentir. Mais le plus important, c'est notre capacité à surmonter ces moments-là. Et c'est pour ça que je disais la dernière fois comment c'est un moment de prière, en fait. Parce que tous ces défis-là, les doutes-là, tout ça là, c'est là. Tu ne peux rien faire, c'est là parce qu'on est des humains, donc on peut ressentir ça. Mais vraiment, le plus important, c'est de rester tenace, de surmonter, de te dire que bon, ça va aller, ça va passer. Donc, ça aussi, c'est un très grand défi qui touche pas mal les personnes et ça fait encore plus mal, c'est encore plus grave quand tu es seul. Quand vous êtes deux, trois, quatre, comme dans notre cas, on est deux, on se console entre nous, on se soutient, on s'encourage. Mais dans le cas où la personne est seule, ça peut être très, très difficile pour la personne. Donc, c'est vraiment un défi aussi énorme pendant notre période de service. En 6, nous avons les difficultés administratives. Comme je disais la dernière fois, on est arrivé ici. Normalement, la Guinée équatoriale, c'est un pays de la zone CEMAC. Et nous sommes des ressortissants de la zone CEMAC. Donc, normalement,
les choses devaient être très faciles pour nous. Mais ce n'est pas le cas. Parce que aussi, c'est un pays qui a des expériences pas très confortables vis-à-vis des ressortissants de certains pays de la zone CEMAC, notamment le Cameroun également. Les, les premiers Camerounais qui sont arrivés ici, ils ont fait pas mal de choses qui n'étaient pas très bien. Et donc, ça fait que ça devient difficile quand tu viens pour qu'on te donne les papiers facilement. Parce que normalement, quand tu arrives, pour quelqu'un de la zone, tout le monde même, quand tu arrives, tu prends le visa à l'aéroport et tu entres dans le pays et tu as 3 mois. Et après les 3 mois maintenant, si tu décides de vivre, tu dois demander la résidence permanente. Et quand tu demandes, normalement, ça doit durer au gros. Si ça a gros duré, ça doit durer 1 à 2 mois et tu obtiens ça. Mais ce n'est pas ce qui se passe. D'abord, quand on est arrivé, on a pris le visa, comme je disais, à l'aéroport, on est entré à 3 mois. Mais après les 3 mois, quand on est parti pour demander la résidence, ils ont dit que le visa qu'on avait obtenu ne correspond pas à notre objectif, à notre but ici. Donc, il faut qu'on ressorte du pays, on repart au Cameroun et on entre à nouveau pour obtenir un visa adéquat. On était obligé de faire parce que si tu ne fais pas, tu ne peux pas travailler librement. Un jour, tu seras sur le terrain comme ça et la police va débarquer, te porter, te renvoyer chez toi. On est reparti au Cameroun, on est réentré à nouveau, on a repris le même, on nous a remis le visa, mais toujours la même chose, le même visa. Parce que quand on arrive à l'aéroport, si tu n'as pas un papier qui justifie que tu veux le visa là, on ne peut pas te donner un autre visa que celui qui est comme visa touriste, en fait, visa comme une personne qui est ancrée dans le pays comme ça. On est ancré à nouveau donc, et lorsqu'on a recommencé à demander la résidence, ça a toujours compliqué, mais on a décidé que non, cette fois-ci on ne ressort plus, on va se battre pour avoir les documents. Donc c'est ça que je dis la dernière fois, que c'est tout récemment qu'on a eu la résidence. On a que le récépissé de la résidence est sorti. L'original, je crois que ça va sortir dans 3 mois. Et on te donne ça pour 1 an. Et dès que les 1 an finissent, tu peux aller renouveler. Donc vous voyez, ça peut être frustrant, ça peut être difficile pour certaines personnes. Nous, par exemple, c'était un peu abordable parce qu'on avait quand même des amis qui nous aidaient, des Équato-Guinéens qui sont là, qui nous aidaient beaucoup. Mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être difficile s'il ne reçoit pas l'assistance, l'aide et tout ça. Vous voyez, et c'est très frustrant. Parce que, imagine, tu es dans le quartier comme ça, parce qu'ici, ils font les contrôles. Donc, il y a le jour que la police est remplie dans tous les quartiers de la Guinée équatoriale pour contrôler les gens qui sont en règle et ceux qui ne sont pas. Et donc, imagine un peu, tu es comme ça, tout le monde te connaît comme un jeune qui travaille dans le social et après tu te découvres que la police vient te porter pour t'emmener. C'est ridicule et ça ne donne pas une bonne image de toi. Vous voyez. Donc, c'est pour ça que vraiment, nous, on a tout fait pour avoir les papiers. Par exemple, quand tu prends la voiture pour aller, comme nous, on est ici, si je veux partir à Malabo, je prends la voiture pour partir. Il y a les postes de contrôle en route que tu rencontres. Et vous savez comment on contrôle ici? Quand vous êtes dans le car, par exemple, on dit, le policier vient, il se présente et puis il commence à demander le nom de chacun. Vous voyez? Et pourquoi ils demandent les noms? Parce qu'ils connaissent leur nom, comme les noms espagnols. Donc tu vas entendre quelque chose comme Federico, quelque chose comme Christina, des noms comme ça. Vous voyez. Maintenant, on va te demander, toi tu vas dire Patrick, comme moi par exemple, je vais dire Patrick. Donc, automatiquement, Patrick, c'est pas un nom espagnol. En espagnol, c'est Patricio. Et même la prononciation, la manière de prononcer, si tu cherches à vouloir mentir en disant Patricio, il va se rendre compte que ta manière de prononcer Patricio est différente de leur manière, donc il va te dire montre tes papiers. Donc, quand tu dis la vérité, on va te demander tes papiers maintenant. On va regarder, on va voir que tu n'es pas équato-guinéen et donc tu dois présenter les papiers. C'est comme ça que le concours se passe. C'est pas comme chez nous, tout le monde présente sa carte. Non, non, non. Et ici, les Guinéens, dès que tu as un nom guinéen, tu n'as pas de problème. Il n'y a pas que, comme chez nous au Cameroun, où tu payes camerounais et le policier te demande ta carte.
Dès que tu dis je m'appelle telle personne et c'est un nom guinéen, c'est tout. Ouais. Donc ça aussi, c'est un défi vraiment, comme je disais, au niveau de ton service pionnier, c'est pas très évident pour toi. Comme dernier point, nous avons les attentes. Nous avons la pression des attentes. Vous voyez. Moi, j'étais surpris que quand je venais ici, quand on est venu ici, mes parents, ils ne comprenaient pas grand-chose. Vous voyez. Mais comme c'est les parents et ils savent que c'est leur fils, c'est sûr qu'il va faire quelque chose de bon. Et depuis qu'on est ici, chaque fois que je parle avec l'un de mes parents, soit ma mère, soit mon père, il va toujours me poser des questions sur ce que j'ai fait, le service, comment ça se passe. Et la dernière fois, je vous assure, mon papa, il dit, j'espère que vous êtes en train d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés quand vous étiez parti. Et ça m'étonnait parce que je me demandais, mais pourquoi il s'intéresse à ces objectifs-là? Et imaginez, lui, il n'est pas Baha'i, il ne comprend pas beaucoup de choses. Imaginez donc les attentes à l'intérieur de la communauté Baha'i. Par exemple, que ce soit ici, avec les institutions d'ici, que ce soit dans les différents pays où on sort. Tout le monde veut apprendre, on va te demander comment le service se passe là-bas, est-ce que vous êtes en train d'atteindre les objectifs, tout ça. Donc, il y a cette pression-là, tu te dis, je ne dois pas échouer, on doit réussir, on doit atteindre les objectifs. Et ça te met sous la pression. C'est ça qui fait que même quand les défis, comme je disais ici, même quand les défis arrivent, tu te dis, est-ce que je dois abandonner alors que tout le monde a espoir sur moi. Par exemple, dans notre cas, on est devenu dans un endroit où il n'y a rien, aucune activité, rien n'est implanté. Donc, si quelque chose doit se passer ici, c'est nous. Tout le monde attend de nous, le groupement attend de nous, le pays entier attend de nous. Donc il y a la pression. Vous voyez. Mais c'est une pression agréable parce que ça te permet de ne pas dormir. Ça te permet de réfléchir, de trouver des solutions, de chercher des stratégies pour atteindre les objectifs. Donc c'est pas comme si c'est quelque chose c'est un défi parce que ça te met sous pression, mais je pense que c'est une bonne pression. Ça te permet, c'est comme quand peut-être que tu as ton entreprise et tu t'es fixé que je dois atteindre à la fin de l'année tel chiffre d'affaires. C'est la pression, ça te met de la pression parce que tu dois travailler. Donc c'est comme ça aussi. Voilà la vérité que peu de personnes mentionnent lorsqu'ils veulent parler du service pionnier. Ce n'est pas une vie facile et je n'ai pas te mentir en te disant que c'est facile, c'est des avantages seulement, qu'il n'y a pas de défis. Non, il y a des défis, mais c'est des défis qui vaut de la peine. Ça nous renforce, ça nous éduque, ça nous fait grandir. Moi, particulièrement, c'est des défis qui m'ont beaucoup fait grandir, qui m'ont rendu un peu plus mature qu'avant. Donc, je peux vous assurer que c'est une vie qui mérite d'être vécue. C'est une expérience qui mérite d'être vécue. Si vous vivez cette expérience, vous allez vous rendre compte que plus rien, plus tard, au cours de votre vie, sera difficile. Donc, engagez-vous comme pionnier. Si vous avez envie de servir comme pionnier, n'hésitez pas à le faire. Engagez-vous aussi. Et ne vous inquiétez pas, il peut arriver que peut-être servir dans un autre pays n'est pas peut-être possible immédiatement ou maintenant. Vous pouvez servir comme pionnier dans votre pays, dans votre groupement. Ça peut être dans un village, ça peut être dans une ville, ça peut être en fonction des besoins. Engagez-vous, servez comme pionnier et vous allez rendre un grand service à la société auquel vous vivez. C'est un service qui vaut de la peine, c'est une expérience qui mérite d'être vécue et plus tard vous aurez quelque chose, comme je disais la dernière fois, vous aurez quelque chose à partager avec vos enfants, à partager avec vos amis et ça serait une joie pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas,
n'hésitez pas, n'ayez pas peur, préparez-vous à vivre des avantages, mais préparez-vous aussi à vivre des difficultés, des épreuves. Si cette vidéo t'a touché ou t'a appris quelque chose de nouveau, abonne-toi, partage avec tes amis autour de toi, eux aussi peuvent apprendre quelque chose comme toi. Et surtout, si tu as un ami qui s'intéresse aux services pionniers, n'hésite pas à partager avec lui. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Personnellement, je vais me charger de vous répondre. Si vous avez des incompréhensions, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, si vous avez des doutes, vous pouvez poser vos questions. Merci beaucoup. Je suis très heureux parce que la communauté est en train de grandir progressivement et je pense que ça va continuer comme ça. Partagez massivement pour que ça touche un grand nombre de personnes. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.